C'est bon? Est-ce que du coup vous voyez mon écran? Ouais. Et est-ce que vous voyez les messages là apparaître? Oui? Ok, du coup, Elsa, est-ce que tu pourras me dire si quand il y a une question ou alors si vous voulez poser vos questions, vous les tapez sur le chat et Elsa, tu pourras me les lire ou pas à vote? Parce que du coup, je les verrai pas. Oui, oui, pas de souci, t'inquiète. Mais bon, merci. Ok. Pourquoi il y a ça? Attends. Ok. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de biologie moléculaire de l'AS. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous êtes tous en forme parce que c'est pas un cours qui est très facile, c'est un cours qui est un peu compliqué à expliquer. Donc, j'ai essayé de mettre le plus important et de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Il y a pas mal de détails à savoir. Mais vous inquiétez pas pour cette pré-rentrée, je vais vous mettre des QCM et je sais que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre le cours ni rien, donc vous inquiétez pas, on va y aller petit à petit et on va essayer de, de, de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me couper parce que moi, je vais pas m'arrêter de parler, enfin, à me couper, à écrire dans le chat. Elsa, elle me coupera, vous inquiétez pas, elle le fera. Ou alors, vous pouvez mettre votre micro et me parler tout simplement parce que ben, ça va plus vite. Alors, du coup, biologie moléculaire, on va couper ce cours en 3 parties. Acide nucléique, pour comprendre comment se forme la double hélice d'ADN. Puis, on parlera de la réplication et on verra tout ce que c'est, toutes les protéines qui sont dedans, etc. Alors, du coup, les acides nucléiques, qu'est-ce que c'est? C'est les molécules qui vont composer l'ADN et l'ARN. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Pourtant, vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire, mais voilà. Et ARN, ça veut dire acide ribonucléique. Donc, on va voir quelles sont ces molécules et comment elles peuvent faire partie enfin, leur rôle dans l'ADN. Ils sont composés d'un enchaînement de nucléotides. Ce mot, il va être super important et vous n'allez pas tout de suite le comprendre. Un nucléotide, c'est un nucléoside avec un phosphate. Je ne sais pas si au lycée vous en avez parlé ou pas. Euh, mais voilà, c'est perturbant de ne pas voir si vous me répondez ou pas. Donc, un nucléoside, on va voir ce que c'est. C'est un ribose, donc un sucre assemblé à une base azotée. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui font partie d'un truc que vous verrez aussi, c'est de la chimie organique. Avec l'habitude, vous saurez que dès qu'il y a ose dans un mot, par exemple, c'est qu'il y a un sucre dedans, par exemple. Mais ça prendra au fur et à mesure. Donc, quand on a un ose et une base, on va voir ce que c'est les deux, hein. C'est un nucléoside. Et un nucléotide qui compose l'ADN, c'est un nucléoside associé à un phosphate. Donc, un nucléotide, c'est un phosphate, un ribose et une base. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, oui, on voit, t'inquiète. Ok, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que c'est les nucléotides? Est-ce que vous savez un petit peu euh, le nom des acides nucléiques? Ça, il me semble que vous en avez un petit peu. La thymine, ouais. Ça, c'est le T. Adénine, Adénine, thymine, cytosine, guanine. guanine et le U, je sais pas, je me souviens plus. Le U, alors, il y en a un qui l'a dit dans le chat. Le Enfin, U, c'est uracile. c'est uracile, voilà, c'est ça. Bon, déjà, vous êtes trop fort. Et uracile, c'est pour
alors, dans l'ADN, vous savez qu'il y a ATCG, donc thymine, cytosine, adénine, guanine. Et uracile, c'est une base qui est beaucoup plus rare, qui se trouve uniquement dans l'ARN. On verra pourquoi après, mais c'est uniquement dans l'ARN et elle s'associe au A. Voilà. Du coup, ces cinq bases, elles sont classées en deux grandes familles, les puriques et les pyrimidiques. Est-ce que vous savez un petit peu lesquelles sont puriques, lesquelles sont pyrimidiques ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu les mots purique et pyrimidique dans votre vie une fois? Hop. Non? Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, vous allez comprendre. Donc, les bases puriques, c'est l'adénine, la guanine, et les bases pyrimidiques, c'est TCG. Voilà. Ça, vous allez comprendre très rapidement. Les bases pyrimidiques, c'est des molécules qui sont composées de 7 bases. C'est la base pyrimidine, d'où le nom pyrimidique, qu'il va falloir que vous appreniez. En gros, c'est une base azotée, enfin, c'est une molécule azotée, on le sait parce qu'il y a les petits N là qui sont des azotes. C'est important de savoir que c'est N, puis C, puis N, puis C, puis C, puis C, et qu'on les numérote dans le sens horaire dans le noyau pyrimidine. C'est-à-dire que le premier, c'est celui-ci. Parce que si vous mettez le 1 ici, d'un coup, ça va devenir faux. Si vous mettez le 1 ailleurs, ça va devenir faux partout. Il faut savoir que vous avez cette base-là, et c'est sur les protons des carbones là, 2, 4 et 5, qu'on va modifier la molécule. Donc, on va ajouter des radicaux, on appelle ça, pour donner les bases. Enfin, donner les adénines, pardon, pour la pyrimidique, c'est cytosine, uracile, thymine. On va ajouter des radicaux. En fait, c'est cette base-là. On va la modifier un peu et ça va donner la cytosine, l'uracile, la thymine. Pour la cytosine, ben, c'est simple, on ajoute un O ici et un NH2 ici. Pour l'uracile, c'est deux oxygènes. Pour la thymine, c'est 2 oxygènes aussi. Voilà. Donc, c'est 2 oxygènes avec un CH3. Vous apprendrez que le CH3, c'est le méthyle. Donc, pour retenir, c'est un méthyle. Pour retenir plus facilement, vous pourrez vous dire que thymine, c'est uracile, méthylé. Moi, je faisais comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les bases pyrimidiques. Alors, c'est peut-être un petit peu long à apprendre et un peu chiant, mais vous allez vite comprendre que dès que vous avez la base, vous aurez le reste parce que ça tombe un peu sous la logique. C'est un peu toujours la même chose. Retenez 2, 4, 5, on les modifie et vous saurez à peu près. Voilà, donc ça, c'était pour les bases pyrimidiques. Vous les avez à partir d'un noyau pyrimidine. Vous le modifiez un petit peu et ça vous donne uracile, thymine et cytosine. Maintenant, pour les bases puriques, on a ce noyau-là, purine, qui, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus grand parce que lui, il a 2 cycles et non pas un. Un cycle pyrimidine, qui est du coup le même que celui d'avant, c'est un noyau pyrimidine, et un cycle imidazole. Donc, vous avez votre pyrimidine et à ça, vous ajoutez 2 azotes et un carbone. Voilà, donc ça vous fait vos 2 cycles. Et important à savoir pour la numérotation, c'est que dans le noyau pyrimidine, cette fois-ci, c'est le sens anti-horaire. Donc, c'est dans le contraire des aiguilles d'une montre. Et pour le noyau imidazole, c'est l'inverse, c'est dans le sens horaire, comme pour le noyau pyrimidine de tout à l'heure. Voilà. Donc, Il y a quelqu'un qui t'a demandé si tu pouvais réexpliquer les bases pyrimidiques, s'il te plaît. Hop, ouais, bien sûr. Merci. Tac. Donc, les bases pyrimidiques, on a dit,
que c'était la thymine, la cytosine, l'uracile. Ça, c'est ce qui va composer notre ADN et ARN dans le cas de uracile, mais tout le reste, ça fait partie aussi de l'ARN. C'est des molécules qui ressemblent à ceci, qui vont être dans l'ADN. Okay. Donc, pourquoi on les appelle les bases pyrimidiques? C'est parce qu'on a un noyau pyrimidique auquel on rajoute des radicaux. Donc, ça peut être des méthyles, des azotes, etc. Et ça va donner les différentes, les différentes bases. Ça veut dire que dans l'ADN, on va avoir une cytosine, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler au noyau pyrimidine, plus un oxygène et un azote. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est juste... Ah, mais d'accord, c'est parce que ton ordi a bugué, pardon. Excuse, je croyais que tu n'avais pas compris. Donc voilà, c'est ça. Donc, t'as ton noyau. Tu le modifies en rajoutant des radicaux sur 2, 4, 5. Le noyau, tu le numérotes dans le sens horaire. Donc 2, 4, 5, tu modifies et ça va te donner les différentes bases. Voilà, donc soit tu l'apprends par cœur, soit tu apprends la logique. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. J'avais d'abord appris par cœur ça. Et ensuite, en modifiant, je reconnaissais un peu les molécules. Voilà. Pour les bases puriques, c'est pareil. Tu as une base. C'est bon, tu as compris ou pas? Ouais. C'est bon. Donc, tu as une base qui est cette fois-ci plus grosse, c'est composée de 2 cycles azotés. Cette fois-ci, on note le premier pyrimidine dans le sens anti-horaire et le second dans le sens horaire. Et cette fois-ci, pour obtenir l'adénine et la guanine, qui sont les bases puriques, on modifie les atomes 2, 6 et 9. Tac, tac, tac. Non, on modifie juste 2 et 6. Voilà, donc c'est encore plus simple que les bases pyrimidiques, sauf qu'elles sont un peu plus grosses. Voilà. Est-ce que ça va pour les bases? Si quelqu'un a des questions, ouais? Ok, super. Alors, donc du coup, à quoi ça va nous servir ça, les petites bases? Comment on arrive jusqu'à un nucléotide? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Déjà, il faut savoir que dans l'ADN, A ne s'associe qu'avec T et C ne s'associe qu'avec G. Dans l'ARN, le U s'associe avec le A aussi. Voilà. On verra ça plus en détail tout à l'heure quand on va parler de la conformation de l'ADN. Voilà. Ce qu'on a dit ce qu'on n'a pas dit encore des molécules, c'est qu'elles sont planes. Ça veut dire que tous les atomes ici sont dans le même plan. Et quand vous savez que c'est composé de cycles, ça fait un peu sens. C'est des molécules qui sont planes. Voilà. Avec beaucoup de doubles liaisons, ça on l'a vu. Des liaisons conjuguées, ça on l'a vu aussi. Dans les dessins des molécules. Et ça va leur donner une capacité à absorber les rayons à certaines longueurs d'onde. Ça, c'est un petit détail du cours. Quand on fait des dosages en chimie pour savoir quel nucléotide est à quelle quantité dans ce qu'on dose, on va se servir de ça, on va se servir de l'absorption des rayons. Si ça absorbe à telle longueur d'onde, c'est qu'il y a plus ou moins de telle base. Voilà, donc ça, c'est un petit détail. Donc, un nucléotide, on a dit que c'était un nucléoside avec un phosphate. Donc, un nucléoside, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une des bases, ATCG, associée à un ribose.
Voilà, donc un ribose, c'est un pentose, donc à 5 côtés, c'est un sucre en fait, qui se lie à la base par une liaison N-bêta-osidique. Voilà. Pourquoi N-bêta? C'est parce que on lie le sucre à l'azote bêta de la base, en fait. Bon, on va le voir tout à l'heure sur d'autres schémas. Avec cette liaison, la base azotée est située au-dessus du plan du cycle de Lowes. Il existe avec cette liaison deux conformations possibles, syn et anti. Donc ça, c'est ce qu'il y a juste ici. Les conformations, vous voyez, donc, vous avez l'azote bêta, donc celui-ci, bon là, c'est parce qu'il est retourné, donc on n'a pas l'impression que c'est le même, mais c'est le même. Là, hop, l'azote bêta, ici, tic, 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 c'est celui-ci. Voilà. Donc, on va lier le sucre à tac, tac, tac. Pourquoi j'y arrive pas à revenir? Si, c'est bon. À cet azote. Et on peut l'avoir de deux conformations, syn et anti. Il faut savoir que ce qui est préféré dans l'ADN, c'est la conformation anti. Voilà. Le ribose qui s'associe, il peut être de deux types. Soit c'est un désoxyribose, c'est le cas ici, soit c'est un ribose oxygéné normal. Et dans ce cas-là, on aura un OH juste ici. Il faut savoir que l'uracile ne s'associe jamais avec un sucre tel que celui-ci. Il s'associera toujours avec un sucre plus un OH juste là. Désoxyribose, donc dans cette conformation-là, c'est pour l'ADN et un ribose oxygéné, c'est pour l'ARN. Voilà, c'est pour ça que l'uracile ne va pas dans l'ADN, mais est toujours dans l'ARN. Voilà, donc ça, c'est pour les nucléosides, la base, liaison bêta, enfin N-bêta, le sucre. Et pour faire un nucléotide, on rajoute un phosphate. Le phosphate est relié au sucre, cette fois, pas à la base, par une liaison ester. Voilà. Ça, vous le verrez en... Oula, non, j'ai spoilé. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez rien vu du tout. Liaison ester, vous le verrez en chimie organique. Du coup, là, on a un petit QCM, il est quelle heure? Oh, c'est bon, on est tranquille. Petit QCM par rapport, j'espère que tout ce que je vous ai dit, c'était clair. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non? Ok, bon, c'est cool, ça veut dire que c'est clair. Là, j'ai essayé de vous donner un petit peu les éléments de base du cours pour que vous puissiez comprendre un peu tout et surtout par la suite quand je vais expliquer l'ADN. Voilà. Du coup, là, on a un petit QCM. Je vais lire un par un. Vous allez me dire si vous pensez que c'est vrai, si vous pensez que c'est faux. Vous allez faire semblant de ne pas avoir vu la réponse juste avant. Concernant les acides nucléiques, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? C'est pas très dur. Enfin, j'ai pas fait un truc très très dur. J'ai fait que des trucs sur lesquels j'ai insisté. Mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble un QCM et les petits pièges qu'on peut avoir parfois. Donc, dans le noyau purine, la numérotation du noyau imidazole est dans le sens horaire. C'est vrai ou c'est faux? J'ai eu un faux, j'ai eu des vrais. On va voir après. Les bases puriques sont A et G. C'est mitigé aussi. Bon, c'est vrai et faux. Voilà. Un nucléoside est un nucléotide associé à un phosphate. Faux. OK. OK. Et les bases azotées sont des molécules sphériques. Faux aussi. Bon, globalement, vous avez tous un petit peu bon. Pour la A, dans le noyau imidazole, c'est dans le sens
horaire. Dans le noyau pyrimidine, c'est dans le sens anti-horaire quand ça concerne les bases puriques. Donc, quand ça concerne les grosses bases, c'est dans le sens anti-horaire. Quand ça concerne les petites bases, c'est dans le sens horaire pour le noyau pyrimidine. Par contre, pour le noyau imidazole, c'est toujours dans le sens horaire, vu qu'il n'y est pas dans les bases pyrimidiques. Les bases puriques sont A et G. Voilà. Pour TC et U, c'est les bases pyrimidiques. Un nucléoside est un nucléotide associé à un phosphate, c'est faux. C'est un nucléotide est un nucléoside associé à un phosphate, pardon. Voilà, vous verrez, une fois que vous aurez appris les molécules, vous le retiendrez, ne vous inquiétez pas. Un nucléoside est un ribose associé à une base azotée. Ah, je l'ai sauté cet item, non? Un nucléoside est un ribose associé. Je crois que je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est vrai. Parce que c'est une base plus un ribose, ça donne un nucléoside. Plus un phosphate, ça donne un nucléotide. Donc, les bases azotées sont des molécules sphériques. Non, on a dit que c'était des molécules planes. Bon, voilà. Alors, oui, si, attention, je voulais vous dire, dans ce genre d'item-là, vous avez les deux petits points là. Ça, c'est super important. Quand, dans un QCM, vous avez deux petits points, c'est un item restrictif, on appelle ça. Ça veut dire que si j'avais mis les bases pyrimidiques sont 2 points U et C, ça aurait été faux, archi faux, vu que les bases pyrimidiques sont 2 points U, T et C. J'ai eu peur de me tromper, je ne sais pas pourquoi. C'est que quand vous mettez les 2 points, vous êtes obligé de citer absolument tous les éléments. Vous ne pouvez pas en oublier. Si j'avais mis juste le A, là, ça aurait été faux. Alors que le A est une base purique. Si j'avais mis une des bases puriques et le A, c'est vrai. Si je mets le A est la seule base purique, c'est faux. Et si je mets les bases puriques, enfin les bases pyrimidiques sont et que j'en mets que 2, c'est faux. Voilà. Donc ça c'est là ça paraît pas très dur comme piège pour l'instant parce que c'est juste il n'y a que 4 trucs à retenir. Mais quand vous aurez beaucoup de trucs à retenir dans les cours et qu'il y a des items restrictifs, vous allez pleurer des larmes de sang. Mais ça va aller. Ok. Donc maintenant qu'on a la base de la base qui compose l'ADN, on va parler, du coup, sur le schéma d'avant, le pentose, c'est le ribose. Oui, voilà, c'est ça. Hop, il est... Oui, voilà, c'est le pentose, c'est... on a dit que c'est... Enfin, le ribose, on a dit que dans les bases, c'était un pentose, donc à 5 sommets. Voilà. C'est un sucre à 5 sommets. Voilà, simplement. C'est de ce schéma que tu parles. C'est bon. Hop, hop, hop. Du coup, la double hélice d'ADN, vous savez à peu près à quoi ça ressemble l'ADN, parce que dans tous les films de science-fiction, il y a cette espèce de torticolis là. En 1953, Watson et Crick proposent le modèle de structure en double hélice de l'ADN, qui est vrai. Est-ce que vous savez un petit peu ce qui compose l'ADN ou pas? À part les bases, du coup. Du coup, le nucléotide, oui, ça c'est nickel. Ouais, du coup, c'est les liaisons, oui. Ok, bon, de toute façon, on va tout voir. Les liaisons dans l'ADN, ça va être super important, vu que c'est ce qui va maintenir en place la structure. Et les molécules qu'il y a dedans aussi, c'est super important, vu que voilà. Donc, dans l'ADN, en fait, on a 2 hélices composées de nucléotides qui sont attachés ensemble par des liaisons qu'on va voir, qui sont super importantes. Mais c'est deux enchaînements de nucléotides, en fait. C'est ça, c'est tout simplement ça. L'ADN, on a dit, c'était désoxyribose. Donc, il n'y a pas le petit OH juste ici.
on a, pour la structure, les bases qui sont à l'intérieur du colimaçon, donc de l'ADN, parce qu'elles sont hydrophobes. On a les phosphates qui sont juste ici, qui sont à l'extérieur. On a les sucres juste là. Et on a 2 sillons, un grand et un petit. Ça paraît pas très logique, mais pour qu'il y ait un certain équilibre, c'est pour ça que pour qu'il y ait un certain équilibre, vous avez un grand sillon. Donc, tac, 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 il faudrait une image d'ADN quelque part. Mais comment l'expliquer? Quand vous avez votre tourniquet d'ADN, là, vous avez forcément, hop, quand vous faites une seule boucle, vous avez un petit sillon là, et vous avez un grand sillon ici. Ben voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez un petit peu ou est-ce que c'est complètement flou? Ça va? Ok. De toute façon, si on voit un petit truc, je vous montrerai. Tac, tac, tac. Donc, toujours super important, les bases pyrimidiques sont associées à des bases puriques. Le A est associé au T et le C est associé au G. Ça, c'est un équilibre qui est méga important. Ça veut dire que quand on fait le dosage dans l'ADN, on a autant de A que de T et on a autant de C que de G parce que les deux sont forcément, enfin les quatre sont, ils sont forcément 2 par 2. Ça ne peut pas être autre chose. Voilà. Donc, chaque maillon de la chaîne a la même taille, c'est pour ça que c'est super, super régulier. Et les bases AT et CG sont liées entre elles par des liaisons hydrogènes. Donc là, au lycée, vous avez vu ce que c'est un petit peu une liaison hydrogène normalement. Mais entre C et G, on a 3 petites liaisons hydrogènes. Entre A et T, on en a 2, ce qui explique que les liaisons entre le C et le G, enfin comment dire, la liaison entre l'appariement entre C et G est beaucoup plus solide que l'appariement entre A et T. Une des propriétés des liaisons hydrogènes, c'est que ce sont des liaisons faibles. Okay, ce n'est pas des liaisons super puissantes comme les liaisons je vais dire coplanaires, mais non, pas du tout. Comme Covalente. Covalentes, merci. C'est des liaisons faibles, mais comme il y en a énormément dans l'ADN, c'est très dur à séparer vu qu'il y en a beaucoup. Voilà. Les bases sont dites coplanaires, ça veut dire que quand on est sur l'ADN, tic. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Quand on est sur là, il faut voir que les 2 bases sont dans le même plan. Voilà. Alors, entre les phosphates, on a des liaisons des désoxyriboses. Ça, on en a parlé. Non? Si, je crois on en a parlé. Ils sont parallèles au grand axe de l'hélice. Oui, voilà. Donc, là, le grand axe de l'hélice, de l'hélice, et il est dans ce sens-là. Vous avez les liaisons entre les phosphates, enfin les phosphates et les riboses qui sont parallèles à la grande hélice. C'est ça? Pardon, j'ai cru entendre un truc. Et les bases, elles sont perpendiculaires à cet axe. Donc là, ça ne se voit pas du tout parce que le schéma il est un peu moche. Mais imaginez que c'est une sorte d'escalier. Alors, vous avez les bases qui sont horizontales et les axes, les grands axes qui sont à la verticale. Voilà, ça c'est juste une histoire de conformation. Alors, les 2 chaînes de l'hélice sont antiparallèles et complémentaires. Elles sont complémentaires parce que le A s'associe forcément au T et le C s'associe forcément au G. Donc, elles sont complémentaires. Et elles sont antiparallèles parce que vous avez vos deux chaînes là. Il y en a une qui va de 3' vers 5' vers le haut et de 3' vers 5' vers le bas. Donc, il y en a une qui va dans ce sens-là et il y en a une qui va dans ce sens-là. Elles sont
parallèles, mais pas dans le même sens, donc anti-parallèles. Voilà. Pour 3' et 5', c'est juste la numérotation, la numérotation des... Tac, tac, tac. Pourquoi je perds mes mots comme ça? Des molécules. Voilà, vous avez en bas, enfin quand ça se finit par un sucre, ça va être en 3', et quand ça se finit par un phosphate, ça va être en 5', parce qu'il y a le 5' vers le haut et le 3' vers le bas. Voilà. Du coup, on parle du brin sens pour le brin qui est orienté de 5' vers 3', et le brin antisens pour le brin qui est orienté de 3' vers 5'. Ça paraît un petit peu flou, mais vous allez l'apprendre, ça va devenir un automatisme à force de le dire. Le sens qui a été défini, qui a été normalisé, c'est 5' vers 3'. Voilà. Les chaînes ont une conformation hélicoïdale. Ça veut dire qu'elles font la petite spirale là, que vous voyez dans les films. Quand on considère que l'hélice, elle va du bas vers le haut, un pas à droite signifie que l'hélice tourne dans le sens horaire. Okay. Un pas à gauche signifie que l'hélice tourne dans le sens anti-horaire. Okay. Donc à droite, on est dans le sens horaire. À gauche, on est dans le sens anti-horaire. Donc si le pas de l'hélice est à droite, c'est-à-dire la première marche de l'escalier, on va dire, est à droite, on va tourner dans ce sens-là, c'est dans le sens horaire. L'autre, c'est dans le sens anti-horaire. Tout simplement. Ça, c'est un truc qui est important à savoir parce qu'il y a, on va le voir juste après, mais il y a des types d'ADN qui sont différents. Il y a des molécules d'ADN qui sont différentes les unes par rapport aux autres et on les compare en mesurant le pas, en regardant dans quel sens elles tournent, etc. Alors, les liaisons dans l'ADN, c'est super important parce que c'est ce qui va faire que tout le bordel tient en place, que ça va tourner dans un sens, puis que ça va rester collé entre elles. Il y a les liaisons hydrogènes dont on a déjà parlé, qui sont faibles mais très nombreuses. Les liaisons hydrophobes. Donc ça, c'est pareil, c'est de la chimie organique. Les bases ATCG sont hydrophobes. Les bases vont être empilées les unes sur les autres. Okay. Elles sont faibles mais nombreuses, suivent l'axe de l'hélice. Elles sont obligées vu que elles sont repoussées par des forces hydrophobes. On va dire qu'elles vont à l'intérieur de l'hélice parce qu'elles fuient l'eau qui est à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, elles sont à l'intérieur de l'hélice. Donc, les liaisons hydrophobes, c'est pas vraiment des liaisons, c'est des liaisons de répulsion. Les liaisons ioniques stabilisent et forment la double hélice d'ADN. Elles empêchent la répulsion des groupements phosphodiester entre eux parce que faut savoir que les phosphates sont chargés négativement et ils sont assez proches les uns des autres. Donc les liaisons ioniques, elles vont contrebalancer ça et ils vont stabiliser la double hélice. Et les liaisons ioniques, contrairement aux liaisons hydrogènes, ce sont des liaisons qui sont fortes. Voilà. Alors, voilà, donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec le pas. L'isoforme B, isoforme, c'est une forme d'ADN. Vous le verrez aussi en chimie organique, ce que veut dire isoforme, de la structure d'ADN. C'est le plus répandu. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Il faut savoir que cette isoforme, il ressemble à ça, que son pas est à droite, donc il tourne dans le sens horaire. Son diamètre, donc là, il est de 2,4 nanomètres, donc d'une hélice à l'autre, on a 2,4 nanomètres. On a 10,6 paires de bases par tour d'hélice, donc quand l'hélice, elle fait un tour, on a un peu moins de 11 paires de bases. Voilà, donc là, si vous comptez, normalement, il y a 11.
Alors, chaque plateau de base tourne de 34,6 par rapport au précédent. Ça, il me semble que c'est mesuré en angstrom, mais je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est juste le degré d'angle qu'il y a entre les plateaux. Enfin, voilà, vous voyez, hop, 34,6 degrés entre là et là. Et le pas de l'hélice est de 3,4 nanomètres. Ça veut dire que un seul tour, donc de là jusque là, je crois. Non, pas du tout. Là, on a 3,4 nanomètres. Non, non, c'est de là à là. Voilà, c'est ça. On a 3,4 nanomètres. Et ça, c'est ce ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Là, vous avez un petit sillon et là, vous avez le grand sillon. Voilà. Donc, les isoformes, il y en a plusieurs, mais dans votre... Il y a quelqu'un qui te dit, il y a écrit 10,6 dans le texte, mais 10,4 sur le schéma. Paire de base partout, 10,4. On a 10,6. Ah, c'est peut-être moi qui me suis trompée. Il faudrait que je vérifie sur le cours. Elsa, est-ce que tu as 2 secondes pour vérifier sur le cours ou est-ce que je vérifie une fois qu'on a fini? T'inquiète pas, continue le cours et moi je vais voir. C'est bon. C'est sûrement moi qui ai fait une erreur, hein. C'est peut-être 10,6. Du coup, voilà. Alors, des isoformes, vous n'en avez qu'un seul à apprendre. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs isoformes d'ADN. Vous avez la plus répandue à apprendre. Voilà. Donc, c'est l'isoforme B. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à la conformation de l'ADN? 10,4 paires. Alors, tic, non, pas du tout. Voilà. Hop. Alors, quand l'hélice fait un seul tour de base, alors les paires de base, c'est AT. Donc ça, c'est une paire de base. Voilà, vous avez les AT qui sont associés, les CG qui sont associés. Un AT ou un CG, c'est une paire de base. Donc, en un tour, il y a 10 fois AT ou CG. Oula. 10 fois AT ou CG. Enfin, 10,4 fois AT ou CG. Voilà. Et s'il y a un 1,4, c'est parce que c'est pas espacé exactement. Enfin, c'est pas exactement. Ça rentre pas exactement comment on appelle ça, dans le tour d'hélice. Est-ce que tu t'as capté un petit peu ou faut que je réexplique d'une autre manière? Ok, c'est bon, super. Alors, ça, c'était pour l'ADN. Du coup, à part la petite erreur que j'ai fait sur le diapo, vous n'avez pas de questions particulières? Et celle-ci? Ok. Donc, vous pouvez me dire si je vais trop vite ou si vous voulez que je réexplique un truc, hein, il n'y a pas de souci. Donc, vous le savez, l'homme, il a 46 chromosomes. Ces chromosomes, ils sont sous certaines conformations. On va voir pourquoi et comment. Mais ils sont visibles uniquement pendant la mitose, pendant une certaine phase de la mitose, quand ils sont à l'état, pendant certaines phases de la mitose, quand ils sont à l'état condensé. On verra comment ils vont venir dans cet état condensé, mais c'est le seul moment où on les voit, en fait. Donc, un chromosome, qu'est-ce que c'est? C'est la forme la plus compacte de l'ADN. Donc, vous avez votre ADN, on va l'appeler le fil pour aller plus rapidement et pour que vous voyez un peu mieux ce que je veux dire. Mais l'ADN, c'est composé d'histones, permettant le premier degré de compaction de l'ADN. Les histones, c'est des octamères. Donc, octamère, ça veut dire qu'il y a 8 sous-unités d'histones. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ou pas du tout? Est-ce que ça vous dit un truc, le mot histone? Non, pas du tout? Oui? Oui, alors est-ce que Emma ou utilisateur de Zoom, vous avez, vous avez les noms, ouais, c'est des protéines de structure dans l'ADN, tout à fait. Vous avez les noms des sous-unités des histones.
Ok. De toute façon, je vais vous expliquer de toute façon. Donc, voilà. Donc, c'est des protéines de structure, oui. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a toutes les sous-unités des histones qui vont s'assembler pour former des octamères. Les octamères, on va dire que c'est des petites boules qui permettent à l'ADN, notre fil, de s'enrouler autour de ces histones pour pouvoir être plus compacté. Imaginez un long fil de l'ADN, c'est super long, même en vrai, je crois que notre prof, une fois, il nous avait dit que si on déroulait entièrement de l'ADN, si on le décompactait entièrement, je sais plus, je crois 1 mètre, je ne sais plus du tout, donc prenez pas ça comme des gros, mais genre c'est super long. Donc pour compacter l'ADN, on va l'enrouler autour d'histone, de l'histone. Et l'histone, bon là c'est H1, vient pincer le tout pour bloquer l'ADN et le garder enroulé. Donc les histones, ça va servir à compacter l'ADN. C'est des octamères formés de 8 sous-unités, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4. Il y en a 2 de chaque. Donc H2A, H2B, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne sais pas. H3 et H4. Oula, hop, H3 et H4. Il y en a 4 et je ne sais pas, non, dans votre cours, je ne suis pas sûre, mais je pense que vous n'avez pas à apprendre comment elles se forment. Il faut juste savoir que hop, elles se réunissent et ça fait un octamère qui va permettre à l'ADN de s'enrouler autour, donc de se raccourcir et de se compacter. Voilà, donc je ne sais pas, moi ça n'avait pas été très H4, H1, H3, H5. C'était presque ça. Tu avais la base, quoi, le H. Et après, les chiffres, il y avait 3 et 4 qui étaient bons. Et le A et le B, je ne sais pas pourquoi, c'est H2A, H2B. Voilà. Et H1, c'est un histone, c'est une sous-unité d'histone qui n'est pas dans l'octamère, mais qui va venir s'ajouter après pour un peu. Imaginez vraiment, vous avez votre boule d'histone, votre octamère, vous enroulez l'ADN autour. Et vous avez un H1 qui vient hop, pincer pour que ça se fixe, pour que ça reste bloqué autour de l'histone. Ça va? Ah ouais, du coup, j'en profite, je voulais pas te couper, mais c'était bien 10,4 du coup. Donc, c'est 10,4 et c'est sur le diapo qui a une erreur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, regardez pas ça, hein, c'est bien 10,4, c'est moi qui ai fait, je le corrigerai après avant de partager le machin. Voilà, donc c'est 10,4. On va donner 10,4. Voilà. Voilà, donc votre octamère enroulé d'ADN avec votre H1 qui vient fixer tout ça, c'est un solénoïde. Ça s'appelle comme ça. Hop. Bon, tant pis. Hop. L'enchaînement des nucléosomes. Alors, les nucléosomes, il me semble, l'octamère avec l'ADN et le H1. C'est un solénoïde, donc c'est le nom du truc, c'est le nucléosome. Comme ça, c'est un nucléosome, par exemple. Donc, plusieurs nucléosomes vont s'enchaîner, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, hein, ça va s'enchaîner, pour compacter l'ADN. Ça va créer une structure dite en collier de perles. Si vous détachez tout ça, enfin, si vous alignez les petites boules, ça va faire comme un collier de perles, donc on appelle ça collier de perles. Premier degré de compaction de l'ADN. C'est la fibre de 10 nanomètres ou encore nucléofilament. Donc, un nucléofilament, c'est ça, là. Hop, voilà. Le fil, c'est l'ADN. Les perles, du coup, les perles, c'est les nucléosomes. Voilà, donc les petits nucléosomes, c'est l'octamère d'histone plus... Enfin, voilà, plus ça, quoi. Tic, tic, tic. Comment dire? Ouais, on appelle ça la fibre. Enfin, ça a plusieurs noms, entre guillemets, entre grosses guillemets, hein, parce que vous avez
premier degré de compaction de l'ADN, c'est le collier de perles. Puis, celui qui va faire, alors c'est le 10 nanomètres, et puis celui qui va faire 30 nanomètres, c'est quand en plus d'un seul collier de perles, on va en ajouter d'autres pour bien compacter tout ça, mais du coup, ça va prendre plus de place, ça va faire 30 nanomètres. Donc, ça va faire des fibres. On a 2 chips de mise en place, pas de mise en place de conformation possible. Il y a le modèle solénoïde qui est très régulier, qui est voilà, très régulier, et un zigzag qui, lui, c'est un peu pas du grand n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus compacté, et on verra que le modèle en zigzag, il est moins actif, il est plus compacté que le modèle solénoïde où c'est tout régulier. Vous voyez, rien que là, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'ADN que juste ici. Donc, c'est encore plus compacté. Donc, ça forme des fibres. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que je sais que au début, les histones, tout ça, ça avait été un petit peu flou pour moi. Pour l'apprendre, j'avais galéré un petit peu. Est-ce que vous avez un petit peu la logique? Ok, ça va. C'est bon. Alors, de toute façon, si vous avez des questions, si vous voulez que je ralentisse, vous me dites. Alors, la chromatine est une structure dynamique. Ah oui, super important. La chromatine, donc, c'est ce dont on a parlé. Ça, c'est la chromatine. La chromatine, c'est l'ADN sous cette forme-ci, quoi. C'est une structure dynamique. La chromatine, c'est ce qui compose les chromosomes, en fait. Vous avez un chromosome, c'est 2 chromatines. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, la chromatine passe constamment d'un état condensé à un état décondensé. Super. Ouais, super. Ça, c'est vrai. Donc, le chromatine, c'est l'état décondensé, et l'hétérochromatine, c'est l'état condensé. On va voir comment ça passe d'un état condensé et décondensé, ce qui permet d'exposer certaines régions de l'ADN lors d'actions telles que la réplication, la réparation, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la chromatine, c'est-à-dire les demi-chromosomes, là, se retrouve dans un état où il est tout déroulé, il y a l'ADN qui va être, entre guillemets, exposé, donc qui est décondensé, exposé, et qui va être métaboliquement actif. Ça veut dire que quand il est décondensé, on va pouvoir y mettre des protéines pour qu'elles puissent faire la réplication, pour qu'elles puissent faire la réparation, pour qu'elles puissent faire tout ce qu'elles veulent. Alors que quand il est dans un état très condensé, il est beaucoup plus resserré sur lui-même, il est moins actif. Donc, on m'a déjà donné la réponse. On a deux types de chromatine, le chromatine et l'hétérochromatine dans les cellules. Et voilà, le chromatine, c'est l'état décondensé, donc l'état actif, et l'hétérochromatine, c'est l'état condensé, donc l'état qui est tout serré, qui ne peut pas accueillir des protéines pour pouvoir être actif. Vous verrez que les cellules, elles ont plus ou moins de chromatine, elles ont plus ou moins d'hétérochromatine, elles en ont toutes un petit peu des deux côtés, mais vous verrez que quand il y a beaucoup de chromatine dans une cellule, c'est une cellule très active. Voilà, simplement. On va passer d'un état condensé à un état décondensé par des modifications épigénétiques. Modifications épigénétiques, c'est des modifications de l'expression du gène de l'expression de gènes sans toucher au génome. Ça veut dire qu'on va modifier l'expression de l'ADN, donc son état condensé, décondensé, ou etc., sans modifier le génome. Donc, il y a décondensé, décondensé, il y a s'il s'exprime pas, c'est modifier l'expression de l'ADN
Donc, ce qu'il va faire dans la cellule sans toucher à sa composition. Donc, on va faire en sorte que certaines protéines soient produites, certaines non. Voilà. C'est un contrôle, les mécanismes épigénétiques. Là, on va parler juste des contrôles pour décondensation, condensation de l'ADN. On a deux phénomènes à retenir, la méthylation et les modifications post-traductionnelles des histones. La méthylation de l'ADN, c'est faut que vous l'associez à une répression de l'expression génétique, de l'expression génique. Ça veut dire que pas on annule, mais on bloque l'expression des gènes par des méthylations. Donc, un ADN méthylé est moins actif qu'un ADN non méthylé. Elle est réalisée par une DNA méthyltransférase. Ça, c'est une enzyme. Voilà, c'est l'enzyme de la méthylation de l'ADN. Et voilà, donc quand l'ADN est méthylé, il est moins actif. Ensuite, on a les modifications post-traductionnelles des histones. On a vu que les histones, c'est ce qui servait un peu à compresser l'ADN, à le compacter. Quand on modifie les histones, on va modifier cette expression. Donc, l'acétylation des histones, ça va être une activation de l'expression parce que ça va moins compacter l'ADN. Et la triméthylation des lysines présentes dans les histones, ça va réprimer l'expression. Donc, acétylation, on s'exprime, c'est actif, c'est super. Triméthylation des lysines, c'est comme la méthylation, ça réprime l'expression génique. Voilà. Donc ça, c'est les modifications post-traductionnelles. Est-ce que, pardon, les épigénétiques, les modifications épigénétiques, est-ce que vous captez un petit peu? C'est des réactions chimiques. Donc, là, par exemple, c'est fait par une enzyme. Hop. Est-ce que vous comprenez un peu ou est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est un peu flou? Ok, super. Hop, voilà. Bon, ça c'est pour la structure de l'ADN. La double hélice d'ADN, ça se fait comme ça. Donc, il y a les liaisons, il y a les histones qui permettent de compacter, décompacter, etc. Là, vous avez un petit QCM fait pour voir si vous avez un petit peu suivi, si vous avez un petit peu compris. Concernant la double hélice d'ADN, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Un appareillement CG est plus solide qu'un appareillement AT. Ça, on l'a dit au début du cours. Vrai. OK. L'isoforme le plus répandu de structure d'ADN, oui, et l'isoforme B. Son pas est de 2,4 nanomètres. OK. L'hétérochromatine est un état de chromatine très méthylé. OK. Les bases puriques sont généralement associées entre elles dans l'ADN. Il manquerait un petit dans l'ADN. Oh, OK. Et le brin sain s'est orienté de 5' en 3'. Ça aussi, on l'a dit au début. Ok, bon, bah, généralement, vous avez tout. C'est bon, super. J'ai plus rien à faire, j'ai fait mon job. Alors, la A, CG est plus solide que AT. On avait dit qu'il y avait 3 liaisons hydrogène entre CG, qu'il n'y en avait que 2 entre AT, donc CG est plus solide. La B est l'isoforme le plus répandu, donc son pas est de 3,4 nanomètres. Voilà, il y a des petits pièges comme ça aussi dans les QCM qui sont un peu, je ne vais pas dire fourbes, mais voilà, il faut connaître les chiffres, faut tout connaître, hein. Aussi, il faut reconnaître les molécules, etc. Son pas est de 3,4 nanomètres. Donc,
L'hétérochromatine est un état de la chromatine très méthylée. Ça, il faut se souvenir que la méthylation, ça condense l'ADN, donc ça inhibe l'expression des gènes, et que l'hétérochromatine, c'est une forme de chromatine qui est très condensée et qui est métaboliquement peu active. Voilà. Les bases puriques sont généralement associées entre elles. Ça, c'est faux. Les bases puriques vont avec les bases pyrimidiques parce que, pour équilibrer, c'est la complémentarité des bases. A va avec T, C va avec Phi. Le brin sens est orienté de 5' en 3'. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que ça va pour la partie ADN? Ça vous va? Tout le monde a compris? Personne n'a de questions? Ok, nickel. Alors, la réplication, est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer ce qu'ils savent dessus, ce que vous pensez, ce que vous pensez que c'est? Je ne sais pas si c'est très français. Bon, c'est pas grave. En quoi ça consiste et à quoi ça sert? Mais comment ça marche, si vous savez? C'est la partie du cours la plus fun, je trouve. Si c'est trop chiant et long à écrire, vous pouvez prendre la parole aussi. Alors, du coup, transcription, traduction, c'est deux phénomènes différents qui se passent avec l'ADN et les ARN. C'est quand des nouveaux brins d'ADN sont créés, ouais, c'est ça. Formation d'ADN à partir d'un ADN, oui, voilà, c'est ça. Duplication de l'ADN en phase S, voilà, super, donc c'est peut-être au top. Hein. On prend le brin sens et une enzyme permet la formation du brin complémentaire. Ok, donc voilà, vous avez à peu près raison. C'est ça, en fait, c'est la réplication d'ADN. Ça va être une copie à l'identique de l'ADN dans deux cellules filles. Voilà. Donc, vous avez une cellule mère qui contient l'ADN et vous avez deux cellules filles qui vont avoir la réplication exacte de l'ADN de la cellule mère. Donc, cette réplication, elle a 4 caractères fondamentaux à savoir. C'est que, de 1, elle est semi-conservative. Semi-conservative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre cellule mère, elle a 2 brins d'ADN. Une fois la réplication terminée, même la mitose terminée, les 2 cellules filles hériteront de 1 brin de la mère et d'un brin qui a été copié. Donc semi-conservative parce qu'elle conserve la moitié, enfin elle conserve un brin et elle a un nouveau brin qui est complémentaire de celui-ci. Voilà, donc c'est une théorie qui a été... Enfin voilà, c'est pas une théorie, c'est la réplication est semi-conservative. Voilà, ça, c'est juste pour que vous compreniez, pour pouvoir l'apprendre. Elle a besoin d'énergie, ça on verra comment et pourquoi. Fiabilité absolue, ça c'est grâce à la complémentarité des bases notamment, grâce à plein de contrôles qu'on va voir par les différentes enzymes. C'est une copie à l'identique et c'est complémentaire à 100%. Et c'est la réplication, elle est faite par un complexe de plus d'une trentaine de protéines. Donc, il y a vraiment beaucoup de protéines et c'est très, métaboliquement, c'est très actif. On va les voir tous, ne vous inquiétez pas. Donc, l'élongation, c'est lors de la réplication, on a ce qu'on appelle l'élongation. Donc, on va faire la complémentarité de base et faire le nouveau brin. Elle met en jeu des ADN polymérases. Ça, on va le voir plus en détail. On va voir plus en détail ce que c'est une activité exonucléase.
L'énergie est fournie en partie par les DNTP, les désoxyribonucléosides triphosphates. Retenez DNTP, ça m'étonnerait que... Enfin, désoxyribonucléosides triphosphates, bon, voilà. C'est un mot un peu à tirer par les cheveux. Mais c'est... Oula! On abrège ça en DNTP. La réaction est irréversible à cause de la pyrophosphatase. Alors, théoriquement, la réaction pourrait être réversible si ça ne se passait pas dans le corps humain et que nous, on modifie un peu les trucs. On peut reverser, non, pas du tout. On peut faire l'inverse, enfin voilà. Mais dans le corps, la pyrophosphatase, c'est une molécule qu'on va voir après qui rend la réaction irréversible. Donc, une fois qu'on a fait le brin d'ADN, il est fait. Et on ne peut plus revenir en arrière. Donc, l'ADN polymérase, dont on va parler après, c'est les molécules qui vont faire le brin d'ADN, ne peut allonger une chaîne que dans le sens 5' vers 3' d'une chaîne existence. Il faut donc une amorce d'ARN synthétisée par l'ARN polymérase. Ça, c'est important à savoir. C'est que elle peut aller uniquement de 5' vers 3', donc dans le brin sens, mais elle va devoir aussi faire le brin anti-sens. Donc, si elle peut aller que de 5' vers 3', elle va avoir besoin d'une amorce. Une amorce, c'est quelques nucléotides qui sont complémentaires du brin d'ADN, qui va permettre, en fait, tout simplement à l'ADN polymérase de prendre cette amorce et de pouvoir commencer son élongation. Voilà. Mais on expliquera ça, ce sera beaucoup plus clair après aussi. Hein. On a besoin de magnésium. Voilà, c'est une info. Pour stabiliser l'élongation, il y a besoin de magnésium. Elle se sert de magnésium. La polymérisation est très rapide. Voilà, les deux brins sont répliqués en même temps et le mécanisme fait intervenir une relecture et une correction des preuves pour éviter les erreurs. Donc, il faut faire les deux brins en même temps. Il y a un petit problème qu'on résoudra plus tard dans le sens 5' vers 3'. Et il y a des contrôles qui sont faits par les différentes enzymes pour revenir sur les erreurs. S'il y a des erreurs, ils peuvent les corriger. Et il y a une correction voilà, la correction des preuves. On va voir toutes les protéines qui sont impliquées là-dedans et quels sont leurs rôles à chacune. Donc, on va commencer par les ADN polymérases. C'est les enzymes qui vont faire, qui vont permettre l'élongation notamment. L'ADN polymérase 1, elle va intervenir dans l'élimination des amorces d'ARN grâce à une activité exonucléasique 5', 3'. Ça veut dire que les amorces d'ARN qui ont été créées au début, c'est elle qui va venir les éliminer et elle va réparer, enfin, elle va remplacer cette amorce par des nucléotides, des vrais nucléotides. Et elle va aussi réparer l'ADN par son activité exonucléasique 3', 5'. Donc, elle a une activité exonucléasique 5', 3', qui permet l'élimination des amorces, et une 3', 5', qui, elle, permet la réparation. Voilà. Donc, ça, c'est l'ADN polymérase 1. L'ADN polymérase 2 et l'ADN polymérase 3 ont une activité exonucléasique dans le sens 3', 5', mais pas dans le sens 5', 3'. Il y a beaucoup de primes dans mes phrases, c'est terrible. C'est important à savoir parce que c'est important à savoir. Elles vont dans le sens 3', 5', mais pas dans le sens 5', 3'. Exonucléase, c'est la correction sur épreuve. Donc, la polymérase 3,
l'ADN polymérase 3 est responsable de l'élongation, de la vérification et de la fidélité. Donc, c'est elle qui va faire la nouvelle chaîne d'ADN, donc qui va faire l'élongation, qui va elle-même s'auto-contrôler, genre vérifier si elle fait bien ou pas, et elle va être responsable de la fidélité, c'est-à-dire la complémentarité des bases. Elle a la forme d'un dimère asymétrique qui peut répliquer les deux brins en même temps. Voilà. Donc, elle peut faire les deux brins en même temps, tout simplement. Donc, ça, c'est pour les ADN polymérases. Leur rôle, ils ont un rôle très, très important. On va voir que, bon, il n'y a pas que les ADN polymérases qui vont faire la réplication. Alors, on va séparer la réplication chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Je ne comprends pas bien pourquoi les ADN ne marchent plus dans le sens 3-5 alors que ça se développe en 5-3. Alors, l'activité exonucléasique, c'est une correction sur épreuve. Donc, elle va revenir en arrière, donc dans le sens 3-5, 3'5', pour corriger ces épreuves. Mais elle peut avancer que dans le sens 5', 3'. Voilà. Alors que l'ADN polymérase 1, elle a deux activités exonucléases, 5', 3', 3', 5'. Voilà. Hop. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Vous n'êtes pas endormi ou quoi? Je vois plus. Hop. Ok, super. Donc, on va différencier chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Est-ce que vous savez ce que c'est un prokaryote, enfin la différence entre prokaryote et eucaryote, ou est-ce qu'il faut que je l'explique? Je ne vois pas. Oui, vous savez ce que c'est? Bon, vite fait, prokaryotes, ils n'ont pas d'enveloppe nucléaire. L'ADN, il est mélangé à leur cytoplasme, alors que eucaryotes, c'est nos cellules, nous, êtres humains, et c'est les cellules, les organismes pluricellulaires, en général, c'est des eucaryotes. Bref, la réplication chez les prokaryotes et chez les eucaryotes, elle n'est pas tout à fait la même, elle se ressemble beaucoup, mais on va voir les différences entre les deux. Je vais vous expliquer en détail les prokaryotes. Ensuite, on verra la différence entre prokaryotes et eucaryotes. Comme ça, vous connaîtrez et la réplication chez les prokaryotes et la réplication chez les eucaryotes. Donc, chez les prokaryotes, ça c'est important, la réplication se débute au niveau d'une origine unique. Ça s'appelle l'origine de réplication, c'est ORI-C. Voilà. En fait, sur votre brin d'ADN que vous devez répliquer, il va y avoir une seule origine chez les prokaryotes. On va voir que chez les eucaryotes, c'est différent, mais chez les prokaryotes, il n'y a qu'un seul endroit où la réplication peut démarrer, c'est sur cet endroit-là, c'est ORI-C. La réplication est bidirectionnelle, donc là, on le voit sur le petit schéma, ça va dans les deux directions et on fait les deux brins d'ADN en même temps. Oula, ça m'a fait peur. Voilà, donc ORI-C, c'est pour dire qu'il y a une seule origine de réplication et vous avez le type de réplication qu'il y a ici. C'est que ça va tous les deux en même temps dans les deux directions différentes. Et voilà, vous avez la copie de votre ADN juste ici. Il faut savoir qu'elle est semi-conservative. C'est ce qu'on disait. Il y a un brin parental qui est conservé sur les deux, donc semi-conservatif. Voilà. Donc, la réplication, elle se fait en 3 étapes. L'initiation, l'élongation et la terminaison. L'initiation, on a dit que chez les prokaryotes, il y avait un seul lieu de reconnaissance de l'initiation, enfin, un seul lieu d'initiation. L'initiation, ça va consister en reconnaître ORI-C, ce lieu, séparer les deux brins, les stabiliser et synthétiser une amorce par brin pour pouvoir commencer. En fait, votre amorce, à quoi elle sert? C'est une fois que vous avez séparé les deux brins,
pour que l'ADN polymérase elle puisse commencer à faire sa petite élongation, il faut qu'on crée une amorce avec une autre enzyme, une autre protéine, on verra laquelle, sur les deux brins. Comme ça, elle a les deux, enfin, elle a le début des deux et elle peut tic, 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 continuer. Voilà. Il y a l'élongation dont on a un petit peu parlé, c'est la fabrication du brin, du nouveau brin, et la terminaison, ça va être le détachement des enzymes, la destruction des amorces, comblement de la brèche par l'ADN polymérase 1, dont on a déjà parlé, et ligation des brins, il faut les assembler, et une fois ça fini, c'est bon. Donc, initiation, élongation, terminaison, et on a fait notre réplication. Ouh. Alors, le fragment d'Okazaki, qu'est-ce que c'est? L'ADN polymérase, on a dit qu'elle pouvait allonger que dans le sens 5', 3', avec une matrice. Donc, la matrice, c'est le brin d'ADN qu'on va répliquer. Le brin, il est copié de manière directe et continue. D'accord? Donc, on a un brin d'ADN qui est la matrice. Le brin sens va être copié de manière directe et continue, il n'y aura aucun problème. L'autre, le brin antisens, qui est de 3' vers 5', elle va devoir avancer dessus alors qu'elle peut aller que de 5' vers 3'. Donc, comment on fait pour inverser la chose? C'est grâce au fragment d'Okazaki. Ce brin antisens va être copié de manière discontinue. C'est ce qu'on va appeler le brin retardé, vu qu'on va être un peu... Il va être retardé, quoi. Il faut le temps de prendre les fragments de Okazaki, etc. Donc ça, c'est... Oui, voilà, ça, c'est comment on pense que la réplication pourrait se faire. C'est que l'ADN polymérase, elle aille tout simplement de 5' vers 3' et de 3' vers 5'. Sauf que c'est pas possible. Elle ne va que dans un seul sens, dans celui-ci. Du coup, comment on fait pour résoudre ce problème? Le fragment d'Okazaki va faire en sorte de synthétiser fragment par fragment le brin retardé, du coup, et ça va être une synthèse discontinue. Fragment par fragment, ça veut dire que elle va continuer d'avancer dans ce sens-là, et en même temps, grâce au fragment d'Okazaki, elle pourra faire dans le sens 5', 3', petit à petit, le brin retardé. Donc, le brin avancé, il y a la synthèse, elle fait tout, elle est toute continue, elle est toute mignonne. Et le brin retardé, lui, ça va se faire petit à petit, ça va faire une synthèse par fragment. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on résout le problème du... elle peut aller que de 5' vers 3', quoi. Voilà. Est-ce que ça va pour l'élongation? Tu peux revenir sur la diapo précédente, s'il te plaît? Ouais. Celle-ci. Hop, voilà, si vous prenez, oui, voilà, si vous prenez des notes, hop, ça, tac, tac, tac. C'est bon. Voilà, ça va, vous avez tous compris un peu la logique d'Okazaki et l'élongation? Rapidement, le fragment d'Okazaki, s'il te plaît. Ouais. Alors, ça, je trouve que ce schéma, il est super bien fait pour ça. On a un problème, parce qu'on a dit que l'ADN, il avait deux brins. Un brin qui va de 5' vers 3', qui est le brin sens, et un brin qui est, qui est antiparallèle à celui-ci, qui va de 3' vers 5'. On a dit que l'ADN qui faisait l'ADN polymérase qui faisait l'élongation, elle allait uniquement dans un sens, c'est dans le brin sens, donc le brin 5', 3'. Donc, comment elle fait, elle, pour pouvoir répliquer à l'exact l'ADN si elle peut prendre qu'un seul brin dans ce sens. Elle ne peut pas prendre les deux. Donc, comment elle fait pour répliquer? En fait, dans le brin antisens, on a ce qu'on appelle des fragments d'Okazaki qui vont inverser qui vont inverser entre guillemets le sens de ce brin. C'est des petits fragments qui vont inverser.
le sens, enfin, qui vont être complémentaires, mais enfin, qui vont être complémentaires. Pour que l'ADN polymérase puisse faire de ce côté-là, il n'y a pas de problème, sur le brin avancé, il n'y a pas de problème. Pour qu'elle puisse petit à petit prendre son 5', 3' là, sur le fragment, sur le brin retardé. Elle prend les petits fragments d'Okazaki, elle le convertit, puis elle passe au suivant, puis encore au suivant, puis encore au suivant, puis encore au suivant. Voilà, donc ça va prendre un petit peu plus de temps pour le brin retardé, du coup, et ce sera une synthèse discontinue. Mais voilà, en gros, Okazaki, ça sert à, même si elle va de 5' vers 3', qu'elle puisse répliquer le fragment 3', 5'. Est-ce que ça va? Ok. Est-ce que tout le monde a compris? Parce que moi aussi, ça avait été une notion un peu vague au début. Euh, je ne sais pas si je l'explique bien. Ok, super. Donc là, on attaque une grosse partie qui est un peu longue à apprendre, mais ça reste de la logique, donc c'est sympa. Les différentes protéines de la fourche de réplication. Alors la fourche de réplication, c'est tout simplement le, le petit complexe de protéines qui va avancer sur la fourche. C'est le brin. Voilà. Donc, toutes les protéines qui vont s'ajouter à l'ADN polymérase, elles ont toutes un rôle spécifique. D'abord, on a les gyrases. Quand c'est entre parenthèses écrit en gris, c'est que c'est pour la réplication des eucaryotes. Okay, donc, les gyrases chez les prokaryotes, qu'on appelle topoisomérase chez les eucaryotes, vont éliminer les supertours positifs et créer des supertours négatifs en avant de la fourche. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. Mais imaginez que votre ADN il est tout enroulé. Là, c'est un truc... ça tourne, quoi. Vous avez votre fourche de réplication sur le brin d'ADN qui va avancer. Pour éviter qu'il y ait des sortes de nœuds qui se forment en avant de lui et que ça bloque notre petit complexe, eh ben, il y a des protéines qui s'appellent les gyrases, ou topoisomérases, qui détendent ce brin d'ADN. La façon de le faire, c'est un truc que vous n'avez pas à apprendre, il me semble. Dans ce cours, en tout cas, vous n'avez pas à l'apprendre. Mais en gros, elle va détendre l'ADN, entre guillemets, pour que le complexe puisse avancer sans faire de nœud, entre guillemets. Voilà. Donc, super tour positif et super tour négatif. Comment expliquer ça? Faut que ce soit... Alors, super tour positif, c'est quand vous enroulez, imaginez vous enroulez une ficelle, plus vous l'enroulez, plus ça va faire des super tours positifs, et quand vous la désenroulez, c'est des super tours négatifs, en gros. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est pour éviter enfin, c'est pour que la fourche de réplication soit libre pour le complexe. Ensuite, on a ce qu'on appelle des hélicases. Les hélicases, elles vont se mettre une sur chaque brin pour séparer les deux brins. Pour le nom en gris, c'est pour prokaryote, c'est pour eucaryote. En gris, c'est pour eucaryote. Là, on est sur les prokaryotes. Voilà. Donc, les hélicases, elles vont séparer les deux brins d'ADN. Bon, pour pouvoir répliquer chaque brin, il faut les séparer. Donc, ça, c'est le rôle des hélicases. Et, oula, excusez-moi. Hop. Ah, ça m'a tout perturbé. Voilà. Technique. J'aurais dû désactiver, mais... Bref. Non, mais... Attendez, j'écris un message pour dire que je peux pas répondre. Hop. Hop, excusez-moi. Hein. Hop.
Donc, on en était aux hélicases. Oui, voilà, c'est ça. Et pour séparer les deux brins d'ADN, elle va utiliser de l'ATP. Elle va utiliser l'ATP pourquoi? Pour lui donner de l'énergie. L'ATP, c'est l'adénine triphosphate. Bon, voilà. C'est une molécule qu'on va pouvoir hydrolyser. Hydrolyser, c'est une réaction pour la transformer en adénine diphosphate. Hop. En adénine diphosphate, excusez-moi. Tac, tac, tac. Et cette hydrolyse va donner de l'énergie, va apporter de l'énergie aux enzymes pour pouvoir séparer les brins. Voilà. Ça, c'est le rôle des hélicases. Les déroulases, qu'on appelle protéines RPA chez les eucaryotes, elles, une fois qu'on a séparé les brins, elles vont stabiliser les monobrins, du coup, en se fixant dessus. Donc, on déroule, on sépare, on stabilise, et ensuite, les primases va synthétiser, enfin, la primase va synthétiser les amorces dont on a parlé tout à l'heure. C'est une ARN polymérase ADN dépendante. Bon, ARN polymérase parce qu'elle fabrique des amorces d'ARN. Les petites amorces, c'est de l'ARN, tout simplement. ADN dépendante parce qu'elle le fait en fonction de l'ADN. Et on a les ADN polymérases, la 3 qui assure l'élongation et la 1 qui, à la fin, elle enlève les amorces qui sont trop sur le brin retardé et elle reconstruit, enfin, elle enlève l'amorce et elle remet ce qu'il faut de bien. Et ensuite, on a l'ADN ligase qui va refermer le tout et on a dit que les fragments d'Okazaki, l'élongation, elle se faisait petit à petit de ce côté-là. Elle va relier les petits fragments d'Okazaki les uns avec les autres pour pouvoir faire un brin. Voilà. En gros, ça, c'est que des petites protéines qu'il faut apprendre, mais une fois que vous avez capté un petit peu comment ça marche, c'est stylé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est une grosse partie avec toutes les protéines. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Oui, non? Non, vous n'avez pas compris? Ah, pas de questions, ok, d'accord. Bon, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez compris et ça, c'est cool. Donc, la réplication chez les eucaryotes. C'est le même système, donc c'est la même machinerie qui se fait. Juste, on a les quelques enzymes qui changent de nom. C'est plus des gyrases, mais des topoisomérases qui éliminent les supertours. Et ce n'est pas des déroulases, mais c'est des protéines RPA qui vont se fixer sur les monobrins pour les stabiliser avant que le complexe passe pour faire l'élongation. Les topoisomérases de type 1 et 2 gèrent les contraintes de torsion d'ADN, ça c'est ce qu'on a dit. Une hélicase se fixe sur les deux brins complémentaires et les sépare en brins indépendants. Alors, ça c'est pour chez les prokaryotes, on en a une sur chaque brin. Voilà. Et chez les eucaryotes, on en a une seule pour les deux. Voilà. Voilà, ça les sépare. Voilà. Les polymérases et protéines auxiliaires ne sont pas exactement les mêmes, mais jouent un rôle similaire. Donc ça, c'est que vous n'avez pas à apprendre les différentes molécules. C'est pas les protéines auxiliaires et les polymérases, c'est pas les mêmes chez les prokaryotes, c'est pas les mêmes chez les prokaryotes et chez les eucaryotes, mais ça a le même rôle. Du coup, retenez ça, ce sera déjà pas mal. Tac, tac, tac. Alors, chez les eucaryotes, l'ADN à répliquer est bien plus grand. Oui,
il y a beaucoup plus d'ADN chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. Voilà, c'est comme ça. Et il est beaucoup plus long. Donc, pour compenser, il y a une multiplicité des sites d'initiation. On a dit que pour les prokaryotes, il y avait un seul site d'initiation, ORIC. Pour les eucaryotes, c'est comme il y en a beaucoup plus, on va, entre guillemets, séparer. Il va y avoir plusieurs lieux, plusieurs sites d'initiation pour pouvoir aller un peu plus vite et qu'on puisse faire les brins d'ADN avec plusieurs complexes en même temps. Voilà, donc on a 20 à 30 000 sites, ce qui est énorme comparé à un seul des prokaryotes. Voilà, c'est une des différences. Les unités de réplication sont appelées les réplicons et mesurent 100 à 200 kilobases. Donc, qu'est-ce que c'est un réplicon? Il y a plein de sites. On va faire du premier site, enfin plein de sites sur un seul ADN. D'un site à un autre, on va répliquer l'ADN et ça va s'appeler des petits réplicons. Ensuite, on va assembler les uns aux autres. Mais voilà, donc on va faire plein de réplicons et ensuite, ça va faire la réplication de l'ADN. De plus, on a une autre spécificité des eucaryotes, c'est les histones. Il n'y en a pas chez les prokaryotes, mais du coup, on est obligé, quand on fait la réplication, de fabriquer d'autres histones, en fait, en quantité double. Voilà, donc, on est obligé en plus de faire la réplication, faire des histones. On a aussi la polymérase alpha qui porte la fonction primase, donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et la fonction polymérase. Donc, elle n'a pas d'activité de correction, ça c'est le rôle de la protéine RPA dont on a parlé tout à l'heure. La fonction primase, c'est pour faire les amorces, et la fonction polymérase, c'est pour faire l'élongation. On a la polymérase delta, qui, elle, c'est un peu l'équivalent de la polymérase 3. Elle va faire l'élongation et une correction d'épreuve. La polymérase alpha, elle n'a pas de correction d'épreuve. L'anneau PCNA la régule. Voilà, donc ça, c'est une protéine qui va permettre à la polymérase delta de ne pas en faire trop ou de pas en faire trop, de pas faire trop de réplicons et faire ce qu'elle a à faire. Ça sert à ça. Les polymérases epsilon et bêta sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Et là, je ne sais pas s'il y a un truc en dessous. Non, c'est bon. Sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Donc, ce que vous voyez, c'est que les polymérases ont à peu près le même rôle. Il y en a des différentes. Et il faut apprendre un petit peu les rôles de chacun, mais elles ont toutes à peu près le même rôle, et juste elles ont des spécificités par rapport à d'autres. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est comment ça se passe à peu près. Le rôle des différentes enzymes, des différentes protéines, et surtout à quel point c'est contrôlé, c'est d'une certaine manière, pas d'une autre. Il va y avoir l'initiation, l'élongation, la terminaison qui sont tout le long vérifiées par les polymérases epsilon et bêta, vérifiées par les ADN polymérases elles-mêmes. Puis, il va y avoir des systèmes de correction sur épreuve. Si, elles peuvent revenir, certaines peuvent revenir en arrière pour se corriger, etc. Voilà. Tu peux réexpliquer vite fait les deux fonctions de la polymérase alpha, s'il te plaît. Alors, oui, alors la fonction polymérase, c'est tout simplement faire l'élongation. Et la fonction primase, ça va être de faire les petites amorces. Voilà, c'est ça. Voilà. Synthétise les amorces. La primase, elle synthétise les amorces. Du coup, une fonction primase, c'est de synthétiser les amorces. Voilà. Donc, elle synthétise les amorces, plus elle fait l'élongation. C'est le rôle de la polymérase alpha. La différence avec la 3, c'est qu'elle n'a pas d'activité de correction, donc elle ne peut pas revenir sur ses erreurs. Et elle ne se contrôle pas. Voilà. Par contre, il y a la RPA, donc la protéine RPA dont on a parlé tout à l'heure. Hop, elle est là, qui va stabiliser le monobrin
et qui va corriger le si, parce que comme il n'y a pas de contrôle par la polymérase alpha, il y a le contrôle de la RPA. Voilà. Est-ce que ça va? Donc les eucaryotes n'ont que deux protéines, les topoisomérases et les hélicases. Non, les eucaryotes ont aussi tout le reste. Elles ont, la topoisomérase, les hélicases, les protéines RPA, l'ADN ligase. Elles ont tout ça. C'est juste sous un autre nom. Même l'ADN polymérase 3, elles l'ont, il me semble. Je suis pas sûre. Ça, je suis pas sûre. Donc, l'enregistrez pas, mais il me semble qu'elles l'ont. C'est juste sous d'autres noms. Il y a les mêmes protéines. Il n'y en a pas que deux qui font tout le job. Voilà. Ok. La réplication est plus lente chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. Pour ça, on peut s'en douter. Déjà, il y a 30 000 fois plus de, de molécules à répliquer. Il y a 3 fois plus de trucs à faire. En plus, il y a 40 000 sites d'initiation. Bon, c'est beaucoup plus lent. Et les réplicons sont asynchrones. Les réplicons, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tac. Oui, voilà, les réplicons sont asynchrones. Ça veut dire que déjà, il y en a énormément à faire. Et en plus, on ne les fait pas tous au même moment. C'est pas... Voilà. C'est asynchrone. Voilà, ça, c'est des petites remarques à savoir. Et voilà, j'ai essayé de un petit peu synthétiser le cours pour prendre ce qui était le plus important à savoir. Et c'est ça, voilà. Si vous retenez tout ça, déjà, ça sera déjà pas mal. Tu peux réexpliquer ce qu'est un réplicon déjà, s'il te plaît? Bien sûr. Sur l'ADN des prokaryotes, on a dit qu'il y avait un seul site d'initiation, c'est Oricé. Tu as un site d'initiation, ton élongation dans les bidirectionnels, et c'est tout. Par contre, chez les eucaryotes, l'ADN, il est immense comparé à l'ADN des prokaryotes. Du coup, chez les eucaryotes, on n'a pas un seul site d'initiation, on en a des milliers. Voilà. L'initiation, on a dit qu'il y avait initiation, élongation, terminaison. Donc, l'initiation, elle commence à un des sites d'initiation et elle se termine au prochain site d'initiation, en fait. Donc, il y en a des milliers sur l'ADN des eucaryotes. Donc, il y a des milliers de petits fragments d'ADN qu'on va répliquer, on appelle ça des réplicons. À partir d'un site, entre deux sites d'initiation, on va avoir de l'ADN. Cet ADN, on va le répliquer. Ça va faire un petit réplicon. Et on en a des milliers de réplicons par fragment d'ADN, en fait. Par ADN. Voilà. Donc, c'est comme si tu coupais une règle en plusieurs parties. Ça te fait des petits réplicons. Voilà. Hop. Ok. Donc, on en était là. Si ça vous va, on va faire le petit QCM tous ensemble. Concernant la réplication de l'ADN, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Voilà. La synthèse de la chaîne d'ADN se fait dans le sens 5', 3'. Super. OK. Les liaisons hydrogènes entre deux brins sont rompues par des déroulases. Ok, c'est un peu plus partagé de ce côté. Le génome des eucaryotes possède un site d'origine de la réplication unique. Ok, on est plutôt sur du faux. L'ADN polymérase 3 utilise un brin d'ARN comme matrice. Tu as le droit d'hésiter. Hein. L'ADN polymérase 3 utilise un brin d'ARN comme matrice. Ça, je ne sais pas si j'avais bien expliqué cette notion, mais on va voir à la correction si vous voulez.
Et lors de la mitose, chacune des cellules filles hérite d'un brin d'ADN de la cellule mère. Ok, donc en règle générale, vous avez plutôt bon. Alors, la synthèse de la chaîne d'ADN se fait dans le sens 5', 3', ça, on l'a répété 30 000 fois, c'est vrai. Ok. Les liaisons hydrogènes entre deux brins sont rompues par des déroulases, c'est faux. Elles sont rompues par des hélicases. Voilà, ça, c'est des petits pièges. Il faut connaître bien les noms de toutes les enzymes. Voilà. Le génome des eucaryotes possède un site d'origine de réplication unique. Ça aussi, on l'a dit plusieurs fois. Les eucaryotes en ont des milliers, alors que les prokaryotes n'en ont qu'un, OIC. L'AD, ça pose un petit peu problème, mais je comprends, je pense que c'est moi qui n'ai pas très bien expliqué cette notion-là. L'ADN polymérase 3 utilise un brin d'ARN comme matrice. Non. L'ADN polymérase utilise un brin d'ADN comme matrice, comme réplicon. Enfin, non, pas du tout comme réplicon, pardon, excusez-moi. Et vous avez l'ADN qui sont séparés, enfin les deux brins d'ADN qui sont séparés, et il y a l'ADN polymérase comme matrice, donc comme modèle, elle va utiliser un brin d'ADN. Voilà, c'est tout. C'est moi qui ai du mal à expliquer ça. Lors de la mitose, chacune des cellules filles hérite d'un brin d'ADN de la cellule mère. Alors ça, c'est vrai. La réplication est semi-conservative, c'est ce qu'on a expliqué au début. Voilà. Ok, ben, moi j'ai fini ma petite partie, ça allait plus vite que ce que je pensais, donc ben, c'est super. Si vous avez des questions par rapport au cours ou par rapport à votre année en général, vous pouvez me les poser. Je vous ai mis mon Facebook juste ici. Voilà. Bonne année. Enfin, je vous souhaite bonne chance pour cette année. Vous avez tout déchiré, vous avez tout donné. Merci de m'avoir écouté. Euh, et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cours ou même je sais pas. Vous allez voir ma tête beaucoup cette année normalement, parce que les LAS, j'adore ça. Alors moi, j'ai pas fait LAS, j'ai fait PASS, mais les LAS, enfin voilà, j'ai fait PASS, tac tac tac. Mais j'ai des amis qui ont fait LAS. Juste, ça te dérange pas de réexpliquer la question D? J'ai pas très bien compris. Alors, la question D de la dernière, c'est ça? Là? Ouais. Ok. L'ADN polymérase. Alors, la matrice, c'est le modèle que va utiliser l'ADN polymérase pour pouvoir le répliquer. Euh, cette matrice-là, c'est à partir d'un monobrin d'ADN. Ok, donc quand tu répliques l'ADN, tu vas prendre un seul brin de l'ADN. Cette polymérase 3, tu vas la mettre sur le brin et elle va s'en servir comme matrice pour faire un nouveau brin, en fait. Donc, l'ADN polymérase 3 utilise un brin d'ADN comme matrice. Le brin d'ADN, il va servir de modèle à l'ADN polymérase 3 pour pouvoir faire un nouveau brin. Donc, ça va te faire, à la fin, deux brins d'ADN qui vont te faire de l'ADN. Voilà. Ah, super. Ah, voilà. Moi, je ne sais pas si Elsa, tu as un truc à rajouter ou pas. Non, non, pour moi, c'est bon aussi. Et du coup, l'ARN, il intervient quand? L'ARN, il n'est pas dans. Enfin, il est pas là. Il n'y a pas d'ARN à ce moment-là. C'est juste, c'est faux. C'est pas ARN, on met ADN. Ok.
Reviens. Comment on fait? Je sais pas comment on fait pour arrêter le partage d'écran. Ah, voilà. Hop. Ah, voilà, super. Bon, ben voilà, moi j'ai fini ma partie. Si vous avez plus de questions, je vais vous laisser. Il y a le prochain cours qui commence à 10h. Et voilà, vous n'hésitez pas à envoyer des messages à n'importe quel membre du bureau. Je me suis pas présentée. Moi, c'est Erika. Je fais partie du bureau du TAM. Je suis VP Oreo pour orientation et réorientation. Donc, si vous me cherchez, vous me trouverez sûrement au local et même sur Internet, vous me trouverez rapidement. Donc, si vous voulez envoyer un message, même au tutorat ou quoi, allez-y. Voilà. Elsa, tu peux arrêter comment on appelle ça? Le L'enregistrement. recording. Ouais, Ouais. voilà ça. Allez, ça va.